Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobriden. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un jeudi, la revue de presse préparée et présentée par Alena Gebertova, car ce vendredi, vous le savez, sera un jour férié le 1er mai. Initiative des Trois Mers, un sommet pour célébrer les 10 ans de cet ensemble régional s'est déroulé cette semaine en Croatie. L'occasion de faire le point sur tous les ensembles régionaux auquel appartient la Tchéquie à l'heure actuelle. Vous le verrez, ce n'est pas simple. Voilà pour le début et le sommaire de notre programme, mais on fait tout de suite le point sur l'actualité. C'est en compagnie de Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour à toutes et à tous. Après s'être rendu en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, c'est à Tachkent que le Premier ministre tchèque achève ce jeudi sa tournée en Asie centrale. En Ouzbékistan, Andrej Babiš, qui est accompagné du ministre de l'Industrie et d'une délégation composée d'une cinquantaine d'hommes d'affaires, doit être reçu par le président Shavkat Mirziyoyev. Avant cela, le chef du gouvernement tchèque doit également visiter une école de langue qui forme des infirmières et des aides-soignantes, ainsi qu'un complexe industriel où sont fabriqués des tubes en cuivre, secteur d'activité dans lequel l'Ouzbékistan est devenu un acteur mondial majeur. Parallèlement à cela, le groupe industriel Škoda Group a signé toujours ce jeudi à Tachkent un accord de coopération stratégique portant sur la livraison de 10 trains électriques modernes pour un montant de plus de 120 millions d'euros. Mercredi à Astana, Andrej Babiš a également discuté avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev et ce de futures livraisons de pétrole brut et éventuellement d'uranium ou encore de la vente de 12 avions d'entraînement militaire produits par le constructeur tchèque Aero Vodochody. En 2025, rappelons-le, le Kazakhstan a été le troisième plus grand fournisseur de pétrole de la République tchèque et ce, après l'Azerbaïdjan et la Norvège. Les gelées qui ont frappé la République tchèque dans la nuit de mercredi à jeudi ont causé aux arboriculteurs d'importants dommages dont le montant s'élèvera à plusieurs centaines de millions de couronnes. Selon une première estimation faite jeudi matin par l'Union nationale des producteurs de fruits, la Bohème, en particulier le centre et le nord, a été la région la plus touchée par ce gel de printemps. Toutes les espèces fruitières sont concernées et ce, malgré les nombreux moyens mis en œuvre pour protéger les arbres. Les fruiticulteurs ne pourront évaluer plus précisément l'étendue des dégâts que dans quelques semaines, une fois la floraison et la pollinisation terminées. Dans les vergers, nous avons enregistré pendant la nuit et à l'aube des températures comprises entre -2 et -6 degrés pendant une durée de 3 à 7 heures, a expliqué l'Union nationale des producteurs de fruits. Au premier trimestre 2026, la croissance du produit intérieur brut tchèque en glissement annuel a été estimée à 2,1% selon les données communiquées par l'Office tchèque des statistiques ce jeudi. Il s'agit également d'une croissance de 0,2% par rapport au quatrième trimestre 2025. Bien que cette accélération de l'activité économique, toujours tirée essentiellement par la demande intérieure, soit supérieure à la moyenne de l'Union européenne, dont le taux en glissement annuel a été de l'ordre de 1% selon Eurostat, elle est restée en deçà des attentes des experts tchèques. Ceux-ci notent qu'en glissement trimestriel, il s'agit de la croissance la plus lente enregistrée depuis le premier trimestre 2024. La République tchèque a perdu une place dans le classement annuel de la liberté de la presse établi pour 2026 par Reporters sans frontières et occupe désormais le 11e rang. De manière générale, l'organisation qui a ouvert, rappelons-le, à Prague en octobre dernier son premier bureau en Europe centrale et de l'Est, alerte sur une dégradation de la situation dans le monde. Concernant la République tchèque, Reporters sans frontières note que celle-ci, je cite, bénéficie de la relative sécurité des journalistes, de l'indépendance des médias publics et du pluralisme du marché des médias, mais reste vulnérable aux aléas politiques et à la forte concentration du marché. Fin de citation.
Malgré le risque d'incendie en raison du temps sec qui règne ces derniers jours dans le pays, comme le veut l'usage, les sorcières seront brûlées un peu partout en République tchèque ce jeudi soir. Appelée bûcher des sorcières, cette tradition très populaire s'inscrit dans le cadre de la célébration de la nuit dite de Walpurgis, fête d'origine païenne qui se tient dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Femmes et jeunes filles se déguisent pour l'occasion en sorcières, tandis que les gens chantent autour de grands feux pour célébrer le retour des beaux jours. Pour de nombreux Tchèques, cette soirée est également l'occasion de faire griller quelques saucisses et de partager quelques verres ensemble. On termine ce bulletin avec un mot de météo. C'est un temps toujours très largement ensoleillé et de plus en plus chaud qui régnera sur l'ensemble du territoire ce vendredi, jour de la fête du travail. Le soleil restera ensuite très présent tout au long du week-end. Les températures pour ce vendredi varieront entre 19 et 21 degrés, tandis qu'à Prague, le soleil se lèvera à 5h35 et se couchera à 20h18. Merci à Guillaume pour ce point sur l'info. Guillaume qui reste dans le studio accompagné d'Alena Gebertova et de sa revue de la presse tchèque hebdomadaire. Miroir de la société à la lumière de la presse. Le festival Meeting Brno, axé sur le dialogue et la réconciliation qui se déroulera fin mai, accueille cette année pour la première fois le congrès de l'Association des Allemands des Sudètes, pour lequel environ 1 millier de participants sont attendus. Le programme du festival comprend également des cérémonies commémoratives, notamment à la résidence universitaire Kounice, où des centaines de personnes ont été exécutées pendant et après la guerre. Le journal en ligne Forum 24.cz rapporte que l'événement mobilise depuis un certain temps déjà les acteurs de la scène de la désinformation, les communistes, les sympathisants du parti d'extrême droite SPD. Les organisateurs du festival décrivent la situation comme très tendue. Ils font face non seulement à de vives critiques, mais aussi à des menaces ouvertes. Leurs données personnelles circulent sur les réseaux sociaux et les messages anonymes se multiplient. Il est regrettable que l'ancien président de la République, Václav Klaus, contribue lui aussi à cette atmosphère tendue. Récemment, il a par exemple déclaré, je cite, que nous n'avons rien à faire avec les Allemands. Le mot réconciliation est fallacieux, vide de sens. Fin de citation. Ces propos intransigeants à l'égard des Allemands des Sudètes et des Allemands en général ont suscité une vive réaction de rejet. Et ce d'autant plus qu'en 1997, alors que Václav Klaus était Premier ministre, il avait signé en personne la déclaration tchéco-allemande, une déclaration dont l'objectif était justement de surmonter ce passé douloureux et d'améliorer les relations entre les deux pays voisins. Le journal constate que la haine envers les Allemands des Sudètes reste, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un thème de prédilection des désinformateurs, des communistes et des nationalistes. Elle a d'ailleurs contribué à la victoire de Miloš Zeman face à Karel Schwarzenberg lors de l'élection présidentielle en 2013, écrit-il. Tchernobyl n'est pas seulement un événement historique, c'est un avertissement qui reste d'actualité aujourd'hui encore, observe le site info.cz qui évoque différents aspects de l'accident survenu il y a 40 ans. Cet accident montre que les systèmes technologiques peuvent échouer non seulement à cause d'une erreur, mais aussi en raison d'une combinaison de facteurs négatifs. Une mauvaise idée, une communication insuffisante, la pression pour plus de performance et une servilité extrême. Il rappelle également que la transparence et l'ouverture ne sont pas un luxe, mais une condition indispensable à la sécurité. Et la leçon probablement la plus importante à tirer de tout cela, les catastrophes de ce type ne surviennent pas soudainement.
Elles trouvent leur origine bien avant dans des décisions qui semblent mineures, routinières et insignifiantes. À Tchernobyl, ces décisions se sont accumulées en une seule nuit et elles ont changé le monde. Le journal de Nick N rappelle pour sa part que le régime communiste tchécoslovaque a informé ses citoyens de l'accident de Tchernobyl avec beaucoup de retard, tout en minimisant l'événement. Beaucoup de gens ont ainsi eu l'impression que l'accident ne les concernait pas, car Tchernobyl était loin de chez eux. Personne ne savait ce que cela signifiait réellement, et encore moins que ce nuage contaminé allait atteindre le sud de la France et faire plusieurs fois le tour de l'Europe. Les informations ont certes afflué progressivement, mais même après, il n'était pas clair si la population courait un risque quelconque et comment elle devait se comporter pour le minimiser, le cas échéant. Les responsables politiques ont plutôt tenté de convaincre la population qu'il ne se passait rien de grave et que l'Occident exagérait les choses. Les gens n'avaient aucune expérience d'un accident aussi grave. On parlait des explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, généralement en y ajoutant une remarque sur l'impérialisme américain. Face à toute cette désinformation, la Tchécoslovaquie a eu beaucoup de chance parce que le niveau de radiation qui l'a touché était finalement minime. L'hebdomadaire Respect indique que les Tchèques se souviennent notamment de Tchernobyl comme d'une histoire de mensonges et de secrets qui a incité les gens à écouter les radios occidentales, même ceux qui ne l'avaient jamais fait auparavant, et de déplorer qu'on évoque moins souvent les souffrances des personnes vivant à proximité du lieu de l'explosion qui ont dû quitter leur foyer. Et pourtant, la catastrophe de Tchernobyl constitue l'un des déplacements de population les plus vastes et les plus tragiques survenus en temps de paix, sans motif politique, dans l'histoire européenne. Les Allemands ont déjà ressenti les effets de la guerre dans le Golfe et le même sort menace les Tchèques, qui sont les partenaires les plus proches de ce pays en grande difficulté. Un avertissement lancé dans une analyse rédigée pour le site Cezanne.cz qui se réfère aux propos des représentants de l'Institut économique IFO de Munich, publié par le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, selon lesquels la crise iranienne a durement frappé l'économie allemande. Les nouvelles en provenance de Munich sont catastrophiques, non seulement pour les Allemands, mais d'une manière générale aussi pour les Tchèques. L'année dernière, il semblait que l'économie nationale avait laissé la crise derrière elle et, selon les prévisions du début de l'année, la situation devait encore s'améliorer cette année. En 2025, la croissance économique a été assurée par les ménages qui se sont enfin remis du choc des prix et ont commencé à dépenser davantage. À la fin de l'année dernière, les entreprises ont enfin annoncé des chiffres d'affaires légèrement meilleurs et la situation devait continuer à s'améliorer. Mais depuis le déclenchement de la guerre dans le Golfe, comme l'indique l'éditorialiste du site, tout a changé. Au vu de la dépendance des exportations tchèques, eu égard à une Allemagne en perte de vitesse, il n'y a plus lieu d'espérer que la tendance positive se poursuive. Dès lors, les Tchèques partagent avec leurs voisins occidentaux la peur de l'inflation, précise-t-il, avant de souligner, même si cela ne signifie pas nécessairement qu'un scénario catastrophe se réalise, il est néanmoins raisonnable de s'attendre à une évolution négative. Samedi dernier, Stanislav Przybylь a pris solennellement, lors d'une cérémonie d'intronisation à la cathédrale Saint-Guy, ses fonctions d'archevêque de Prague, succédant ainsi à Jan Grauner. L'occasion pour le journal Hospodářské noviny de constater que l'Église est un investisseur important
important qui s'oriente vers l'autofinancement et d'expliquer l'importance de la seconde spécialité de Pshibil, qu'il a acquise en tant que prêtre grâce à des études d'économie et de gestion. C'est le souci de comprendre les principes généraux de la gestion et de l'administration des biens qui a conduit Stanislav Pshibil à élargir sa formation. Ceux-ci ont commencé à être restitués à l'Église avec l'adoption de la loi sur le règlement patrimonial avec les églises en 2012. Il s'agissait de biens immobiliers d'une valeur de 75 milliards de couronnes et d'actifs financiers d'un montant de 59 milliards. Grâce à la restitution de ces biens immobiliers, l'Église est devenue, juste après l'État, le deuxième plus grand propriétaire de biens historiques et de monuments culturels, de forêts et de terres agricoles en Tchéquie. Plus de 20 000 personnes s'occupent désormais de la gestion de ce patrimoine. L'Église catholique figure ainsi parmi les 10 plus grands employeurs du pays. Le journal économique rapporte qu'à partir de 2043, les revenus tirés de ce patrimoine devraient permettre à l'Église catholique de mener ses activités traditionnelles dans les domaines spirituels, éducatifs, sanitaires et sociaux grâce à ses propres ressources sans intervention de l'État. La marionnette Hurvinek, qui forme avec son père Spejbl un célèbre duo admiré des petits spectateurs tchèques, créé par le marionnettiste Josef Skupa dans les années 20, célèbre ce jour-ci les 100 ans de sa naissance. Les Blondes respectent remarquent à ce propos. Dans l'histoire culturelle tchèque, ce personnage occupe certainement une place irremplaçable. 5 générations ont déjà grandi avec les histoires espiègles de Hurvinek et de son père grincheux Spejbl. Et bien que la première génération n'ait eu pour seule concurrence que les films burlesques muets projetés dans les salles de cinéma et que la génération actuelle soit confrontée au contraire à un divertissement numérique infini, leur spectacle affiche toujours complet plusieurs semaines à l'avance. Hurvinek, tout comme le Švejk de Hašek, de 5 ans son aîné, représente l'un des symboles de la nature collective tchèque. On continue le programme francophone de Radio Prague International. Il est parfois peu aisé de s'y retrouver dans le dédale des ensembles régionaux d'Europe centrale et orientale dont fait partie la Tchéquie à l'heure actuelle. On va faire le point actuellement, mais on écoute d'abord le président tchèque Petr Pavel. Přestože iniciativa Trojmoří není našim občanům úplně známá, Bien que l'initiative des Trois Mers ne soit pas très connue de nos concitoyens, elle a déjà célébré son 10e anniversaire. Elle a été créée dans le but de soutenir non seulement la mobilité, mais aussi les connexions entre les pays d'Europe centrale et orientale. Ses principaux domaines d'action concernent l'interconnexion de ces pays à travers les infrastructures de transport, les réseaux énergétiques ainsi que les liaisons de données et de communication. Il s'est avéré qu'il s'agit d'un groupement très pragmatique, dont l'importance ne cesse de croître et qui attire l'intérêt des investisseurs. C'est pourquoi il est positif que la République tchèque y participe. C'est ainsi que le président tchèque Petr Pavel a présenté dans une courte vidéo cet ensemble régional dont le sommet était organisé à Dubrovnik 10 ans après la création de cette initiative des Trois Mers dans cette même ville balnéaire croate cette semaine. L'initiative des Trois Mers compte 13 pays membres, dont la Tchéquie, donc, qui est avec la Slovaquie, l'un des pays qui appartient au plus grand nombre d'ensembles et de groupes régionaux de pays en Europe. L'occasion pour nous de faire le point sur tous ces groupes à l'heure actuelle. D'abord, parmi ces groupes régionaux les plus connus figure le groupe de Visegrad, ou V4, souvent évoqué sur nos ondes en fonction des accointances entre les leaders des 3 puis des 4 pays qui le forment depuis 1991, à savoir la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Tchéquie et Slovaquie forment aussi avec l'Autriche le format de Slavkov ou Austerlitz format en allemand ou S3, né en 2015 dans la commune où Napoléon a remporté la célèbre bataille. Mais cela ne s'arrête pas là, ce serait trop simple. La Tchéquie est également partie intégrante du Central 5, C5,
qui rassemble avec elle dans un groupe informel 4 autres États depuis 2020, l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie et la Slovénie. Les 2 prochains ensembles sont a priori connus par les férus de la géopolitique de l'Europe centrale et orientale et seulement par eux. Pour les autres, ça devient quand même légèrement compliqué. Il s'agit d'abord de la coopération de défense d'Europe centrale, CDEC, une structure de collaboration militaire créée en 2010 et composée de 6 pays, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie et Croatie. Il s'agit aussi du Forum de Salzbourg, qui est quant à lui un partenariat de sécurité en Europe centrale réunissant 9 États de la région, Autriche, Bulgarie, Croatie, Tchéquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Est-ce que vous suivez ? J'espère que oui, car ce n'est pas fini. Toujours dans le domaine de la défense, la Tchéquie fait également partie des 9 de Bucarest, appelé également B9 ou format Bucarest, qui réunit évidemment lui aussi 9 pays, mais pas les mêmes que le Forum de Salzbourg, ce serait étrange. Donc, sont membres du B9, 9 pays qui ont pour point commun d'être d'anciens membres de l'Union soviétique ou du pacte de Varsovie et de se trouver sur le flanc oriental de l'OTAN. La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Tchéquie. À l'échelle supérieure, avec 13 pays membres, donc se trouve l'initiative des 3 mers déjà évoquée un peu plus tôt. La Tchéquie, on le rappelle, fait partie de l'Union européenne depuis 2004, comme tous ses voisins, mais ne fait pas partie de l'eurozone, contrairement à bon nombre de ses voisins. On pourrait également ajouter que depuis 2023, le format de Riga regroupe les États baltes et la Pologne, mais comme la Tchéquie n'en fait pas partie, soyons indulgents, et si l'auditeur ou même le lecteur distrait en cette veille de week-end prolongé a encore un peu de mal à déterminer, par exemple, quel pays fait partie du S3, mais pas du V4, eh bien un schéma valant peut-être mieux que trop d'explications. Il y en a un sur notre site français.radio.cz. Après la géopolitique et tous ses ensembles régionaux, on passe à la suite du programme avec un point sur l'autodéfense des seniors et la rediffusion d'un reportage qui a été diffusé sur nos ondes il y a quelques jours à propos d'une initiative qui vient de l'étranger, notamment de Pologne et de Croatie, et qui a été implantée récemment en Tchéquie. C'est avec Magdalena Hrozinkova. Velmi často my stojíme s nohama vedle sebe. My se teď budeme učit. Linda Stutzbartová est la fondatrice de Sebeobrana pro všechny, l'autodéfense pour tous, une organisation qui met en place le projet en Tchéquie en collaboration avec l'Institut IREAS. Linda Stutzbartová a commencé à s'intéresser aux techniques d'autodéfense lorsque sa fille, alors âgée de 16 ans, s'apprêtait à partir seule pour un séjour d'études au Canada. Je m'inquiétais pour elle et voulais qu'elle apprenne à se défendre pour qu'elle puisse faire face à toute éventuelle situation de danger, mais à l'époque, nous n'avons trouvé que des cours de Krav Maga ou de judo qui ne répondaient absolument pas à nos besoins, explique-t-elle. Linda Stutzbartová a alors lancé elle-même des cours d'autodéfense adaptés, comme elle le souligne, à tous. Notre approche est basée sur le concept international qui s'appelle Empowerment Self-Defense. On se concentre à protéger des groupes vulnérables. On travaille avec des médecins, avec des travailleurs sociaux, avec des enseignants, mais aussi avec des professionnels qui font face à la violence des clients. Et qu'est-ce qu'il y a commun pour tous ces groupes? C'est que l'autodéfense n'est pas physique. Et c'est comme le projet Express to Protect était né. Quand on parle d'autodéfense, on parle de manière de défense physique. Dans notre approche, c'est plutôt la prévention, la communication, l'escalade, chercher soutien, communication effective, efficace aussi, et aussi se protéger en manière physique, mais en manière physique, pas pour se battre, mais pour rester en sécurité. Et c'est l'approche qui est très importante aussi pour les seniors. On pense toujours de phénomènes qui s'appellent stranger danger, insécurité par d'étrangers, mais la insécurité
peut venir des personnes qui sont proches. L'insécurité et les menaces peuvent venir des réseaux sociaux. On a beaucoup d'abus financiers. On a aussi beaucoup de maltraitement des personnes qui prennent soin. Et tout ça, on doit en parler et on doit connaître comment on se protéger. L'autodéfense physique ne marche pas. Financé par le programme Erasmus+, Express to Protect est un projet pilote qui s'étale sur 2 ans. Il vise à former dans chacun des pays participants 12 professionnels et à élaborer une méthodologie. Hanna, 79 ans, fait partie des 120 seniors tchèques impliqués. Elle parle de son expérience. J'avais déjà participé auparavant à un cours d'autodéfense, mais c'était autre chose. On nous apprenait par exemple à donner des coups de pied à un agresseur en position couchée. Or, c'est très éprouvant pour les personnes de mon âge qui ont souvent des douleurs au niveau des genoux et des hanches. Cette formation est différente. On nous apprend surtout à être plus résilients mentalement, à avoir une bonne posture du corps, par exemple, lorsqu'on se tient debout, non pas avec les jambes parallèles, mais avec la jambe droite en arrière et la jambe gauche en avant, on devient beaucoup plus stable et sûr de soi-même. Et ça ne demande aucun effort. Think, yell, run, tell, fight. Réfléchir, crier, courir, raconter, se battre. Tels sont les 5 principes sur lesquels est basé le concept de l'autodéfense promu par Linda Studbartova. Elle souligne que la confiance en soi, qui se manifeste par le langage corporel, les gestes et le placement de la voix, est plus importante que la force physique. Le projet Express to Protect a également pour mission de lutter contre la victimisation secondaire des seniors confrontés à un comportement agressif. On écoute Linda Stutzbartova. Sur notre site, il peut chercher l'aide et il peut connaître qu'ils ne sont pas responsables parce que c'est très important qu'on toujours dit que l'agresseur est responsable pour la violence. Parce que beaucoup de fois, les victimes ont honte. Elles se sentent coupables parce que je pense je faisais quelque chose mal, je n'étais pas prudente, peut-être c'est ma faute. Et la victimisation secondaire est très, très forte dans Tchéquie, mais aussi en Pologne, en Croatie, et aussi, je peux le dire, aussi en Ouest. Et c'est avec Express to Protect, projet international implanté également donc en Tchéquie, que se termine notre programme, en tout cas pour aujourd'hui. Restez branchés car dans le programme de ce week-end prolongé, il y aura du divers, du varié et du très riche. Il y aura notamment un nouvel épisode du podcast Destin d'émigrés sur des Tchécoslovaques partis en France. Il y aura un entretien avec le compositeur de musique de film qui s'appelle Stefan Moucha, qui est né Stjepan Moucha en Tchécoslovaquie avant l'émigration de la famille en France. Il a composé notamment la bande originale du film La vie des autres sur des agents de la Stasi, également la bande originale d'une trop bruyante solitude, l'adaptation au cinéma du roman, bien sûr, de Bohumil Hrabal. Voilà pour l'essentiel et je vous souhaite un très bon week-end prolongé où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Naslyšenou.